direct de Los Angeles, Californie. Je veux tout de suite vous prévenir qu'à la fin, il y aura une interview absolument spectaculaire. Ce n'est pas la mienne, mais elle est stupéfiante. Je vous le promets. Et maintenant, pour commencer, faites connaissance avec un gars formidable, Nat Friedman, qui réalise des interviews de rue. Et en fait, il le fait dans les endroits les plus tendus et hostiles, lors de manifestations de protestation, d'émeutes de mercenaires, bien sûr, des émeutiers pour le Parti démocrate des États-Unis. Il est déjà connu dans tout le pays là-bas, sa photo circule apparemment parmi les mercenaires des émeutes politiques. Et il ne faut pas parler avec lui. On dit que quand il s'approche, les gens s'écartent de lui. Donc ceux avec qui il essaye de parler, mais l'OTAN mène aussi une enquête. Il cherche des photos de ceux qui agissent comme organisateurs et dirigeants de toutes ces émeutes. Là-bas, je ne sais pas comment ils appellent ça, des provocations, des grèves. Enfin non, ce n'est pas une grève, bien sûr. Et il trouve des choses étonnamment intéressantes. Je souhaite interviewer quelqu'un, mais les gens refusent de me parler. Accepteriez-vous une interview? Donc les intervenants disent non. Ton avis a été exprimé lors de la grève la nuit dernière. Je suis de garde aujourd'hui, donc je ne suis pas disponible pour travailler. Moi, aujourd'hui, je suis à la sécurité. Aujourd'hui, ce n'est pas mon travail de répondre aux questions, dit le jeune homme portant un kéfier arabe sur les épaules. Là-bas, il y a des gens, là-bas, il y a qui donc aujourd'hui répondent aux questions. Intéressant, n'est-ce pas? Quelqu'un l'a nommé à la sécurité, mais sécurité contre quoi? Contre qui doit-on protéger? Contre les sionistes, je pense. Quelqu'un a nommé cela et là-bas pour répondre aux questions. Mais pourquoi suis-je ici? Je ne te le dirai pas. Dans quelle organisation es-tu? Qui peut donc passer? Ou l'un des participants est-il membre de l'organisation? Le lendemain, Après cela, après que les États-Unis ont frappé les sites nucléaires iraniens, je me suis rendu à une manifestation pro-iranienne à New York pour demander aux gens ce qu'ils pensaient de cette frappe. Au final, j'ai démasqué plusieurs manifestants payés et des organisations non gouvernementales qui favorisent l'illégalité dans tout le pays. C'est mon enquête la plus vaste. Sur la vidéo, bienvenue de nouveau dans l'émission de Nate Friedman. Il est de jeunes. Il ressemble à ceux qui protestent contre les bombardements américains, contre le programme nucléaire iranien, c'est-à-dire contre la destruction des bombes avec lesquelles les Iraniens jurent chaque jour de nous anéantir. Question. Que pensez-vous de la frappe d'hier? Quelles sont vos pensées à ce sujet? Attendez, c'est extrêmement important. Évitez toute tentative d'engager la conversation avec lui, ne cédez pas aux provocations et n'entamez pas de dialogue, car cela pourrait entraîner des conséquences indésirables ou vous détourner de choses plus importantes. Tâche. C'est-à-dire que quelqu'un ne vient pas lui-même, mais envoie cette femme dire aux manifestants avec le drapeau de ne pas parler à l'OTAN. Il est squationniste ? Demande le manifestant. Oui, répond la jeune femme avant de s'éloigner. Au fait, savez-vous ce qui est écrit sur le drapeau que tient le manifestant à la pommade au milieu de l'Amérique? Juste pour que ce soit clair, il est écrit en arabe, il n'y a qu'un seul Dieu et son nom est Allah. Je veux m'adresser directement à la femme qui a essayé d'interrompre l'interview. L'homme que vous protégez de l'interview tient un drapeau avec une inscription en arabe. Il n'y a de Dieu qu'Allah. Mais qui sont ces gens? Sont-ils pour l'Iran ou sont-ils simplement contre l'Amérique? Eh bien, et contre les sionistes, bien sûr. Cet homme n'est pas seulement un manifestant professionnel, c'est quelque chose de bien pire. Regardez attentivement. Le voilà qui mène une manifestation juste devant la Maison Blanche. Il réapparaît à New York en tête d'une colonne, et encore devant l'immeuble de Trump sur Wall Street. C'est là que tout prend une tournure vraiment effrayante. Le voilà debout à côté d'un homme portant un bandeau du mouvement de la résistance islamique. Cela m'a incité à approfondir mes recherches, car il pourrait menacer les Américains. Quelqu'un forme, finance
et organise soit des personnes qui détestent l'Amérique, soit celles qui se moquent de la cause ou de la cible de leur révolte. On pose l'argent sur la table et on ira manifester pour tout et n'importe quoi. Le voilà qui prend la parole lors d'une veillée en l'honneur de Nasrallah, l'ancien secrétaire général du Hezbollah, ce même groupe proxy qui a tué plus de 600 soldats américains en Irak. En réalité, cet homme est peut-être actuellement responsable de la santé de certains habitants de New York, car je l'ai trouvé parmi les membres du mouvement professionnel de santé pour la Palestine. Et encore une fois, il portait une veste. C'est une partie du gouvernement de l'État de New York responsable des tests médicaux. Et voudriez-vous que cette personne ait quoi que ce soit à voir avec votre santé ? C'est-à-dire qu'il travaille aussi à la mairie de New York et reçoit un bon salaire et des avantages payés par nous, les contribuables. Mais il semble aussi qu'il nous déteste, vous et moi, et qu'il a fait de mentir et de vous intimider son activité principale dans la vie. Mais on ne lui permet pas de parler aux journalistes, seulement de crier un texte et de brandir des pancartes. Il n'est pas encore prêt à parler aux journalistes. Tu penses que... qu'est-ce que c'est ? Tu sais quoi ? Tu comprends bien que ça prouve notre point de vue. Oui, c'est une mise en scène. Alors, maintenant ils sont deux ? 2 personnes. Eh bien, ça recommence. Encore un manifestant payé est venu perturber mon interview. Mais cette fois, ce n'est pas juste un des employés, c'est le responsable. Il s'appelle David Chang, il est le directeur général de People's Forum, l'entreprise responsable de l'organisation de ces pro-Iranians manifestations. Nous le savons, parce qu'ils nous l'ont littéralement dit eux-mêmes lors du rassemblement précédent. Quelle est la meilleure façon pour les gens de rejoindre l'organisation des manifestations ? À New York, le Forum populaire est un excellent endroit pour s'engager en politique, rencontrer des gens de votre communauté et se rassembler. Un bon endroit pour la mobilisation politique, dit une participante à la manifestation, c'est le People's Forum, c'est-à-dire l'Assemblée populaire. Là-bas, on va travailler avec toi, te préparer, te présenter aux autres. Le voilà qui crie pour arrêter l'OTAN. Le voilà qui crie pour arrêter la Californie. Le voilà qui crie pour arrêter la Californie. Qui était... Le représentant de l'organisation de l'Université Columbia. Exprimez vos protestations une fois que vous êtes en sécurité après la manifestation. C'est ce qu'on te permet de faire quand tu t'es déjà fait une réputation. David est désormais apparu dans des publicités. Pour le Parti du socialisme et de la libération, il ne faut jamais cesser de lutter pour la Palestine. Comme le montrent les commissions, il proteste seulement un jour après le 7 octobre. Si l'on regarde le forum Peoples sur Glassdoor, il semble que les managers là-bas gagnent de 60 000 à 90 000 $ par an. Bien sûr, ce n'est pas énorme, mais il y a aussi des sandwichs, du Coca-Cola et parfois des primes pour de bonnes actions. Et quelles sont ces bonnes actions ? J'ai lancé une pierre dans une vitrine, ou disons, j'ai rayé le côté d'une voiture avec une brique, frappé un pare-brise, ou frappé une personne âgée avec un bâton, et d'autres bonnes actions appréciées par les autorités en Iran, au Qatar ou au sein du Parti démocrate des États-Unis. Encore une déclaration intéressante que vous devez entendre. Pourquoi faut-il détruire Israël et les Juifs ? Mais pourquoi donc ? Le plus à droite, Manolo Santos, directeur exécutif du Forum des peuples. Honnêtement, je ne suis pas sûr qu'il y ait assez de psychothérapie dans le monde pour Manolo. Parce que comme il l'a dit, lorsque nous porterons enfin le coup final et détruirons Israël, lorsque l'État d'Israël sera définitivement effacé de la carte, de l'histoire, ce sera le coup le plus important que nous puissions porter au capitalisme. Voilà ce qu'il n'aime pas, que les autres ont beaucoup, alors qu'eux en ont peu, voire pas du tout. Et dans leur tête, c'est un vrai chaos sans espoir, pas une seule pensée claire. Pendant que vous allez chercher vos enfants à l'école, il manifeste. Quand vous partez au travail, il se fait arrêter. Au déjeuner, il prend le fax dû. Il a, sans aucun doute, l'un des portefeuilles de manifestants rémunérés les plus impressionnants que j'ai jamais vus. Mais qui paie ? D'où vient l'argent ? De la forêt peut-être ? Évidemment.
L'argent pour les salaires importants, la location, l'impression, la préparation du matériel. Et maintenant la question, qui finance les cautions pour ces agitateurs rémunérés? Il s'appelle Neville Roy Singham, milliardaire et socialiste autoproclamé. Singham et sa femme Jodie Evans, qui est cofondatrice de Code Pink, ont fait don de plus de 20 millions de dollars au Forum du Peuple. Singham a fait transiter cet argent par la fondation de philanthropie. Et, après un certain temps à dissimuler la source des fonds, le Forum du Peuple a finalement déclaré « Il y a quelques années, nous avons fait la connaissance de Roy Singham, un camarade marxiste qui a vendu son entreprise et a fait don de la majeure partie de sa fortune à des organisations à but non lucratif axées sur l'éducation politique, la culture et l'internationalisme. » Et voici un homme qui s'est retrouvé par hasard à cette manifestation. Je n'imaginais pas qu'il y avait autant d'antisémites là-bas. Je l'ignorais complètement. Avant, j'étais démocrate. J'étais dans la même brume que beaucoup d'autres. Le 7 octobre a été un signal d'alarme. Comment les gens ont-ils réagi? C'était un signal d'alarme. Je n'avais jamais vu un tel antisémitisme. Tu étais démocrate jusqu'à... Le 7 octobre. Ou quand as-tu changé de position? Oui, c'est arrivé quand Bernie Sanders a utilisé le mot « désordonné ». Au début, il a soutenu Israël. Les premiers mots de Bernie étaient en faveur du droit d'Israël à l'autodéfense. Quand il a commencé à répéter les phrases standards du parti, j'ai compris que le parti n'était pas ce que je pensais. J'ai beaucoup appris sur l'antisémitisme, même parmi les juifs. J'ai beaucoup appris sur la haine de soi juive. J'ai appris à propos de Bernie Sanders. J'ai appris à propos de Nietzsche Carter. Leur véritable identité a été une révélation surprenante. Qu'est-ce que tu penses d'hier? Je suis tellement reconnaissant, je suis tellement fier d'être américain et je suis tellement reconnaissant envers Donald Trump. Je suis tellement reconnaissant envers Donald Trump. J'étais contre. Non. Voilà, Dieu merci, une bouffée d'air frais dans cette décharge puante de déchets. Le projet de loi le plus important des 2 ou 3 dernières générations, c'est bien sûr le projet de loi que Trump appelle la Grande et Belle Loi. Pourquoi est-il si important ? Et pourquoi je me réjouis de son adoption, même si ce n'est pas encore définitif, je vais l'expliquer lors de cette session extraordinaire du Sénat ce dimanche. Le Congrès et le Sénat doivent maintenant s'entendre sur la version finale à adopter, car ils ont examiné des versions légèrement différentes du projet de loi. Elles sont essentiellement identiques, mais à chaque étape, des éléments ont été ajoutés ou retirés. Maintenant, il faut faire ce qu'on appelle, c'est-à-dire décider quelle version sera définitive, celle de gauche, de droite, ou celle sur laquelle ils s'entendront au milieu. C'est-à-dire qu'il faut amener le texte à sa version finale, voilà ce que j'essaye de dire, et ensuite, donc, il faut voter pour la version finale ici et là, et le président pourra alors la signer. Qu'y a-t-il donc dans ce projet de loi pour que Trump et son équipe le qualifient d'historique? Premièrement, les avantages fiscaux introduits par Trump lors de son 45e mandat deviennent permanents. En 10 ans, les Américains devront verser au Trésor 4 000 milliards de moins de l'argent qui leur a été volé. Autrement dit, moins de vols, et c'est une bonne chose. Deuxièmement, augmentation des dépenses pour la protection des frontières, y compris le nettoyage du pays de ceux qui ont enfreint la loi américaine. L'immigration illégale est aussi un aspect positif. La loi prévoit, en quelque sorte, l'assainissement, j'essayais de trouver le mot, oui, le nettoyage, l'assainissement donc, des services sociaux contre la fraude et une énorme quantité de dépenses inutiles et d'erreurs. La principale critique de la loi est que, du même coup, on risque de jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que des millions de pauvres pourraient souffrir des réductions des dépenses sociales, comme le disaient les démocrates. Et le déficit budgétaire des États-Unis et la dette publique non seulement ne diminueront pas, mais augmenteront de 3 à 4 trillions en 10 ans. Eh bien, parlons-en parce que, si certains experts disent quelque chose, il faut le prendre et rendre au sérieux et essayer de comprendre sur quoi ils se sont basés, si les faits qu'ils ont pris sont corrects et si leur raisonnement était logique, pour ainsi dire. On nous disait que l'inflation en 2025 serait énorme.
Chez Biden, elle a atteint 7, même jusqu'à 9%, et elle sera énorme, même jusqu'à 9%, et elle sera énorme. Mais Trump a dit, quelle absurdité. Et en effet, l'inflation est maîtrisée. C'est-à-dire qu'à mon avis, elle est soit la plus basse, soit l'une des plus basses des 50 à 60 dernières années. On nous disait que les revenus réels de la classe ouvrière allaient les baisser. Pourtant, les producteurs, ceux qui fabriquent vraiment quelque chose de leurs mains, ont vu leurs revenus réels augmenter en 5 mois. Trump, comme ils n'ont pas augmenté depuis 3 générations, donc, si je comprends bien, cela ne s'était pas produit depuis 60 à 75 ans, ce qui correspond à 3 générations, certains estimant une génération à 20 ans, d'autres à 25 ans. On nous disait que les droits de douane, les guerres douanières de Trump allaient entraîner une augmentation des prix et une pénurie de marchandises. Trump a dit « Pourquoi vous mentez ?» Et encore une fois, il avait raison. Les prix sont les mêmes et chaque mois, nous collectons 30 milliards de dollars à la douane. Et nous ne faisons que commencer, comme l'a dit ce même Donald J. Trump. En d'autres termes, les experts crient tout le temps, puis ils se taisent parce qu'à chaque fois il s'avère qu'ils sont des experts. Pas des experts. Ils mentent tout le temps, des menaces mensongères, ils ne font qu'attiser le feu. Ils ont déjà crié 20 fois « Loup, loup, loup » et nous ne réagissons plus. Peut-être que le loup viendra vraiment. Mais cela n'a rien à voir avec leurs soi-disant calculs et prédictions. Cela n'aura rien à voir avec ça. Pourquoi exactement ? Nous devrions les croire maintenant alors qu'ils nous ont déjà menti à maintes reprises. D'accord. Et maintenant, le navet sur le gâteau. Je dois tout de suite préciser que j'ai participé aux émissions de Michael Cassin qui anime son programme « D'où viens-tu d'Europe ?» Comme dans son Ukraine natale, il pouvait être appelé sous les drapeaux. Comment il a traversé la frontière et quitté sa patrie, je ne le sais évidemment pas. Je croyais au départ qu'il vivait toujours à Odessa, c'est l'idée que je m'étais faite. C'est pourquoi, comme beaucoup d'autres, j'ai répondu à sa demande de parler des États-Unis et de la vision de l'Ukraine depuis les États-Unis. Il me semblait que chaque mot adressé aux Ukrainiens, surtout au début de la guerre, était très important. Donc, je n'ai pas vraiment aimé ce qui s'y passait, mais c'est mon avis personnel, certains aimaient, d'autres non. J'ai refusé de venir à l'interview, d'autant plus que je n'ai pas aimé une certaine flatterie de Mikhaïl envers le pouvoir en place du président de l'Ukraine. Il appelait constamment Vladimir Alexandrovitch avec beaucoup de respect, alors qu'il ne montrait pas autant de respect envers les autres premiers ministres et dirigeants. Mikhaïl est bien éduqué, il a une opinion sur divers sujets. Mais d'une certaine manière, cela ne m'a pas plu qu'il puisse être d'accord avec tes arguments à l'antenne. Et ensuite, il peut facilement répéter ce qu'il vient d'admettre en le qualifiant de mensonge ou simplement de canular et de provocation. Mais comme si rien de tout cela ne s'était jamais produit. Pour moi, la position de principe est importante. Si tu fais simplement une interview, tu poses juste une question et tu peux ne pas exprimer cette position. Mais Mikhaïl dit toujours, eh bien là, c'est environ 3 à 5 fois plus que ce qu'un intervieweur ordinaire ferait. Et il agit en quelque sorte comme une partie dans les débats, même dans la façon dont il pose les questions, il s'y prend ainsi. Ou il peut commencer à raconter quelque chose. Passons, je vais maintenant poser ma question. Mais peu importe, est-ce que ce qu'il a raconté correspond à ma vision de la réalité ou non ? Bon, j'en parle longtemps, c'est son droit. Mais si on t'a signalé que tu, disons, vends quelque chose qui est une tromperie et que tu l'as reconnu, alors normalement il est d'usage de ne pas répéter cette même tromperie, non ? Voilà pourquoi j'ai commencé à en parler. Mikhaïl est allé jusqu'au fond du trou et a invité à l'émission un petit fonctionnaire sérieusement déficient du Parti démocrate, dans une ville quelque part près de Milwaukee qui s'appelle Yuri Rashkin. Et ça, je ne savais pas ce que c'était avant, mais maintenant, je l'ai appris. Pourquoi ? Donc moi aussi, j'avais ma propre histoire.
Il y a de nombreuses années, dans le cadre de mon programme d'aide aux jeunes blogueurs, j'ai participé chez des dizaines, voire des dizaines et des dizaines de blogueurs différents, simplement pour essayer de les soutenir d'une manière ou d'une autre. Et j'ai aussi participé chez lui. Mais un jour, sur RTVA, où ils ont invité Yuri comme mon soi-disant opposant, ne sachant pas quoi répondre, il s'est soudainement mis à crier à l'antenne « Pendant mon discours, je ne le laisserai pas parler, je ne le laisserai pas parler, je ne le laisserai quand même pas parler. » Et donc ça a duré en fait assez longtemps. Et la rédaction, de mon point de vue, se réjouissait de voir comment deux Américains juifs se chamaillaient entre eux. Donc, je ne me suis pas chamaillé, j'ai simplement décidé que je n'allais plus avoir affaire à ça. En somme, la situation est limpide. Passons à la conversation historique de Mikhail d'Europe, Mikhail l'Européen avec Rashkin l'Américain. Bonjour à tous, j'espère que vous apprécierez cette première vidéo sur ma chaîne YouTube et que ce ne sera pas la dernière. Yuri Rashkin, journaliste américain connu, auteur de la chaîne YouTube Rashkin Report, homme politique, partisan du Parti démocrate. Bonjour Yuri. Bonjour Mikhail, n'avez-vous pas eu l'impression qu'il s'était déjà chamaillé avant l'interview ? Yuri, vous savez, c'est notre première interview ensemble, et j'ai longtemps réfléchi à la façon de la commencer, parce qu'une première interview est toujours difficile. Je formulerai la question ainsi. Selon vous, quelle est la différence entre la relance que le président Trump a de facto déclarée dans les relations avec la Russie ? Même s'il n'utilise pas exactement ce terme, et celle qui a eu lieu sous le président Obama et le président Medvedev en Russie. Honnêtement, je n'ai pas bien compris la question, mais je pense qu'il s'agit disons, de la construction des relations Poutine-Obama et Poutine-Trump. Eh bien, tous les présidents précédents mettaient les intérêts des États-Unis en premier, et ce président met avant tout en priorité ses propres intérêts, les intérêts de sa propre famille et de bonnes relations avec Vladimir Poutine. Donc attendre cela de lui, c'est, pour ainsi dire, après lui. Hillary Clinton ressemble à une super-héroïne parce qu'au moins elle ne s'est pas simplement soumise à Poutine comme le fait Trump. C'est-à-dire que Trump, d'après ce qu'a dit Yuri, il protège et promeut les intérêts de sa famille. Eh bien, c'est une sorte de Cosa Nostra, pas de l'Amérique. Et contrairement à Hillary, Trump se soumet à Poutine. J'espère qu'il s'agit de politique et non de sexe. C'est-à-dire qu'il se soumet alors que Hillary ne s'est pas soumise. C'était ça, l'essentiel. C'est triste, surtout en Ukraine, où il y avait de grands espoirs que Donald Trump viendrait et remettrait de l'ordre. J'expliquais que ce n'était pas le cas. Les gens voulaient y croire parce qu'ils n'aimaient pas Joe Biden. C'est incroyable, mais dès le premier segment, il y a déjà deux mensonges. Le premier, ce n'est pas Donald Trump qui viendra remettre de l'ordre, mais apparemment Joe Biden. Et deuxièmement, Rashkin n'a jamais lu de presse ukrainienne similaire, ni regardé la télévision ukrainienne, ni écouté leurs blogueurs. Parce que bien sûr, c'est exactement le contraire de ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'il fait soit des affirmations non vérifiées, soit il ment. Je penche pour la deuxième option. Mais ce sera encore plus fort d'essayer de faire de l'Amérique un tel pays. Quand nous résolvons les problèmes que la Russie n'arrive pas à résoudre elle-même. Seulement l'Iran a, disons, les Houthis ou Koutis, ou peu importe comment ils s'appellent. Et la Russie, il s'avère, a les États-Unis. C'est-à-dire les États-Unis. Sous Trump, ils résolvent les tâches russes de la même manière que les Houthis pour l'Iran, ou comme la Corée du Nord pour la Chine. Vous l'avez remarqué aussi, et vous avez aussi remarqué que les États-Unis font tout le temps ce que le Kremlin ordonne, genre, ils bombardent l'Iran sur ordre du Kremlin, ils imposent des droits de douane à la Chine, ils réconcilient l'Inde et le Pakistan. Évidemment, c'est entièrement à la demande de Poutine. Donc, il me semble que Trump a justement une compréhension très claire du fait qu'il ne sait pas négocier. Il fait des affaires terribles, et quand il négocie, ses affaires, pour ainsi dire, sont encore pires.
Ici, je dois interrompre le flot d'inconscient de Rashkin et de Cassine, qui acquiescent d'un air sérieusement préoccupé à son camarade plus âgé. Réfléchissons, d'où Rashkin tire-t-il ces informations ? Eh bien, MSNBC, ABC, Polytech là-bas, et surtout, bien sûr, et c'est justement Cable News Network que je veux vérifier concernant leur évaluation des 5 premiers mois de travail de Trump. Est-ce que notre Rashkin sera d'accord ou pas ? Parce que Rashkin doit tout prendre de là-bas, n'est-ce pas ? Je m'excuse d'avance auprès de ceux qui ont déjà vu ce passage dans ma vidéo précédente, mais je devais absolument vous le montrer encore une fois, là, tout de suite. Ou je dirais plutôt, depuis que nous avons le président Trump, les frappes contre l'Ukraine, le nombre de drones a triplé. Donc, il me semble que, peut-être, ici, les résultats sont tout simplement évidents. Vous ne trouvez pas que la source d'information dans la traduction de Rashkin s'est mise à dire exactement le contraire de ce qu'elle disait réellement ? Il ne peut s'aider que lui-même. Pourquoi me coupez-vous la parole ? Vous m'entendez quand je vous entends ? Oui, bien sûr, oui, parlez, je ne vous interromps pas. Oui, je vous écoute. Toi et tout quoi ? Et ça, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Les déclarations du président Trump de mars 22, lorsque l'agression russe à grande échelle a commencé, elles étaient là. Oui, il l'a appelé. Poutine un génie. Il y avait différentes citations, y compris « Faites attention à Mordu et Tsarachine ». Il est dégoûtant, vous ne trouvez pas ? Ou c'est mon avis personnel ? L'un est très mécontent, c'est Katsine, et l'autre exprime simplement du mépris envers l'intervieweur. y compris Trump, en mars 2022, appelait à fournir à l'Ukraine toutes les armes nécessaires. Ensuite, d'ailleurs, il a répété cette citation. S'il avait été président ? Oui, s'il avait été président. Ensuite, nous avons vu l'évolution de la position publique de Trump, du moins partiellement. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve. Ne pensez-vous pas qu'ici, bien sûr, puisque nous avons affaire à une démocratie électorale en Amérique, l'attitude envers l'agression russe en Ukraine a changé, car la société américaine est fatiguée. Honnêtement, de nombreux problèmes internes en Amérique ont détourné l'attention des électeurs, qu'ils soient républicains ou démocrates. S'il vous plaît. Voilà, Mikhail essaye de lécher de toutes ses forces. D'ailleurs, je ne comprends pas très bien pourquoi. Vous discutez trop avec Bourov qui ne comprend rien à la situation du pays. Et tu parles trop avec Borov qui vit en Californie depuis déjà une dizaine d'années. Mais du point de vue de Rashkin, il n'a aucune idée de ce qui se passe dans ce pays. Là, je ne sais pas, je défends même Borov maintenant, mais pourquoi faut-il salir quelqu'un avec de la merde ? En fait, je comprends. Parce que si toi-même tu es couvert de merde, alors peu importe qui tu touches, il se retrouvera sali avec de la merde. Il va ruiner notre économie. Maintenant, il se bat contre les immigrés, alors que c'est un pays d'immigrés. Et il détruit aussi les relations avec nos alliés. De quoi parlions-nous ? Opa, c'est à cause de la richesse de la pensée. Pas du corps, mais bien de la pensée. Et lui, son évolution est telle, il était pour Poutine et il continue d'être pour Poutine. Si vous évoluez dans vos opinions, je vous félicite, il était temps. Parce qu'il n'a jamais rien fait. Il a promis qu'il allait s'entendre avec Poutine, que lui seul pouvait s'entendre avec Poutine. À quel point faut-il être idiot pour penser que c'est une bonne chose ? C'est pourquoi je pense qu'il est clair que Trump a toujours été pour Poutine et il l'est toujours. Et si vous décidez de vous tromper vous-même, ensuite, lac, il faut être sacrément idiot pour essayer de négocier. Il faut être sacrément idiot pour essayer de négocier. Vous parlez du fait que le président Trump serait du côté de Poutine. Mais à part les émotions, existe-t-il des faits qui montreraient que Trump est pour Poutine ? Enfin, nous allons entendre des faits. Je veux aussi entendre des faits, pas du bavardage. Maintenant, le membre du Parti démocrate, Rashkin, va tout expliquer. Écoutez, si vous n'avez pas encore saisi, patientez. Pour ne pas attendre, changez de perspective. Trump n'a jamais soutenu l'Ukraine, il pense que l'Ukraine c'est comme le gaz, il faut vous détruire.
C'est pourquoi il ne s'exprime pas à chaque fois que vous êtes bombardé, ni quand Gaza l'est. Bien évidemment que non. Premier fait, Trump ne prend pas la parole à chaque fois que l'Ukraine est bombardée. Trump ne prend pas la parole à chaque fois qu'il y a des bombardements. Donc, si vous voulez croire que vous êtes si important là-bas, que maintenant Trump va tous vous apprécier, parce qu'il a toujours dit ça. Non, il veut vous livrer à Poutine. Il a toujours voulu vous livrer à Poutine. Et Mikhail hoche la tête à cela. Oui, c'est un fait, Trump veut vous donner à Poutine. C'est un fait prouvé, il travaille pour Poutine. Que se passe-t-il actuellement avec l'OTAN? Est-ce que c'est l'idée du sang de Poutine, ou bien le fait qu'il ait décidé de convoiter le Groenland? Qui lui a dit ça? Qui lui a soufflé cette idée? Donc, le fait que Trump ait forcé l'Europe à investir plus d'argent dans l'OTAN pour se défendre contre la Russie, c'est Poutine qui l'a inventé. Et prendre le Groenland pour empêcher la Russie et la Chine de contrôler le passage océanique à travers les glaces, c'est aussi Poutine qui lui a soufflé comme on jette un os à un chien. Ne pas s'engager pour l'Ukraine ni pour Israël? Ce serait bien de se taire, mais faire venir des troupes du Mexique et déployer l'armée américaine dans les rues des villes américaines, ce n'est pas une idée de Poutine, ça? Voici un autre fait à 100%. Mudra Rashkin. C'est comme un fait que Poutine a secrètement transmis à Trump l'ordre de déployer la garde nationale à Los Angeles pour réprimer les émeutiers payés par le Parti démocrate. Et Poutine lui a dit de punir le Mexique pour la drogue qui passe par sa frontière. Au fait, si c'est Poutine, alors merci beaucoup à Poutine. Je dirais même un immense merci et aussi des faits. D'où vient l'argent de Trump? Il a de l'argent grâce à l'immobilier russe, grâce à l'argent russe qu'il a vendu des biens immobiliers en Floride et ailleurs. C'est 2 plus 2, 4? C'est une très vieille histoire. Lisez les livres de Yuri Felshtinsky, il y en a plusieurs. Dès que vous lirez le livre de Yuri Felshtinsky, vos yeux s'ouvriront sur le monde. Il faut vraiment poser de telles questions? Vous êtes un adulte? Vous parlez du fait que le président Trump a détruit, si je me souviens bien, les relations avec l'OTAN, donc c'est votre position. Les relations avec quoi? Avec l'OTAN, l'Alliance Atlantique Nord. Comme il s'est comporté, comme l'OTAN s'est comporté. Vous pensez qu'il va protéger? Vous pensez qu'il va intervenir si l'article 5 est invoqué? Selon moi, Rashkin n'a toujours pas répondu à la question. Eh bien, on ne peut pas comparer Trump à Hitler. Vous comprenez que cette comparaison ne tient pas la route? Excusez-moi. Dans quel sens on ne peut pas comparer? Vous êtes devenu fou. Et comment ça, on ne peut pas comparer? Maintenant? C'est carrément les années 30, chez nous, aux États-Unis. Excusez-moi, mais comparer Trump à Hitler, vous comprenez bien que c'est vulgaire? Vous me dites à moi, un juif, excusez-moi, pour que je ne m'énerve pas? Non, mais vous savez, moi aussi je suis juif. Je vous parle en tant que juif à un autre juif. Je pense quand même qu'il n'est pas très correct de comparer le président Trump à Hitler, tout simplement parce que Hitler a commis tellement de crimes. Non, vous savez, c'est juste que nous savons à quoi a mené la politique, à quoi ont mené les actions criminelles de Hitler, et comparer cela au président Trump. Observez simplement où cela mène. Trump, il ne fait que commencer. Je suis ravi, et vous? Malheureusement, Katzin n'est pas très doué pour mener des interviews. Un bon professionnel aurait déjà bu tout le jus de carotte, mais il y a déjà assez de cette merde qui sort de l'arachka. Le pays a de gros problèmes, parce que les gens ont peur, l'économie est à l'arrêt, les relations internationales s'effondrent, les touristes ne viennent pas chez nous, nous ne voyageons pas non plus comme touristes, enfin pas tout le monde, certains voyagent, moi j'aime voyager, je continuerai à voyager. Mais maintenant, en principe, les gens ont peur de traverser la frontière parce qu'un touriste danois n'a pas été autorisé à entrer dans le pays, ni un Norvégien parce qu'il avait un mème de J.D. Vance Chauve. Vous savez, celui qu'on a sur le téléphone, ce n'est pas le pays dans lequel je suis arrivé il y a 35 ans. C'est un pays complètement différent maintenant, et les gens ne le reconnaissent plus non plus. Parce qu'ici, les gens étaient habitués au respect des droits de l'homme.
Et quand on voit que la police de l'immigration fait irruption dans les maisons, casse les vitres des voitures, en quoi cela diffère-t-il des chemises brunes d'Hitler ? Vous savez, il se passe probablement quelque chose à Milwaukee que nous ne connaissons pas. Même, je pense qu'ils ont un autre État, un genre d'État dont nous n'avons même pas idée qu'il existe. Haïs n'est pas différent des brins à pois. Hitler. Le fascisme se manifeste différemment dans chaque pays, que ce soit en Allemagne, en Italie, en Russie ou aux États-Unis. C'est pourquoi son déroulement varie selon le pays. Chez nous, nous avons nos propres accents et cela se passe très rapidement. Les gens ne s'attendaient pas à ce que les droits soient réduits aussi vite. Mais néanmoins, c'est ce que nous observons. D'un autre côté, nous comprenons bien qu'en Russie, il n'y a pas d'élection. Tout cela est une pure fiction. Par contre, en Amérique, il y a des élections. D'après ce que je comprends, une seule chose peut corriger cela. Vous dites que vous... Comprenez, c'est pour cela que vous avez cette compréhension... À propos de quoi? N'importe quoi comme les élections. Pas en Russie, mais en principe en Amérique. Non, justement, je terminais votre question. En Russie, nous comprenons que les élections n'existent pas, que c'est une fiction. Mais en Amérique... Et là, vous me corrigerez si je me trompe. À mon avis, ça y a quand même des élections. Le président Trump ne peut influencer la volonté des électeurs qu'en accordant ou non son soutien au candidat, c'est-à-dire en usant de son autorité. Naïf? Eh bien, vous êtes naïf? Quelqu'un vous a... Racontez ça, une telle absurdité? Eh bien, corrigez-moi, mon Dieu, quel malotru. Eh bien, Michael l'a bien mérité. Oui, quand on amène un quintal de merde à l'émission, ça pue. Joe Biden avait une équipe qui a mené une politique remarquable, a fait baisser l'inflation et l'économie est en excellent état. Donald Trump a reçu un tel cadeau qu'il tente désormais d'en tirer profit et c'est là que réside le problème. Si on avait remis cela à Donald Trump ou Nadejda, je ne sais pas. Si on avait donné à Donald Trump un pays en ruine, là il y aurait matière à critiquer. Mais on lui a donné un pays dans un état excellent et après cela, il n'a pas pu le maintenir dans cet état excellent. Eh bien, c'est clair. À qui revient cette responsabilité? Sur qui repose-t-elle? Parce qu'avant Donald Trump, tout allait bien. Donald Trump arrive et nous avons des troubles. Bon, on va arrêter ce délire ici. Avant Donald Trump, tout allait bien, ce sont des soi-disant russophones. Et voilà, un vrai journaliste a mis une casquette Make America Great Again sur la tête et a annoncé, encore une fois, je m'excuse auprès de ceux qui ont vu ce passage hier ou avant-hier, mais je tiens vraiment à le répéter. Bien sûr pas tout, juste un peu. Donald Trump a réussi à faire en sorte que chaque pays de l'OTAN dépense 5% de son produit intérieur brut pour la défense, ce qui représente des milliards de dollars. Autrement dit, Donald Trump n'a pas détruit l'OTAN, comme l'a dit Rashkin, mais selon le secrétaire général, il a ravivé l'alliance. Le Rwanda et Kunga ont signé un accord de paix historique mettant fin à une autre guerre. Donald Trump a informé les deux pays qu'ils cesseraient d'acheter leurs produits et d'envoyer de l'aide. Et si la guerre, qui dure depuis des années, ne prend pas fin? Et la guerre s'est arrêtée d'un coup de baguette magique. Oh, il s'en est souvenu. Il l'a fait sur ordre de Poutine. Les indices 100%, P500 et Nasdaq ont atteint un niveau historique. Les bourses ont grimpé, elles n'ont pas chuté, comme l'a indiqué le camarade Rashkin. L'accord avec la Chine est signé. Plusieurs grandes entreprises alimentaires ont rejoint la liste croissante de celles qui se sont engagées à retirer les colorants artificiels toxiques des produits alimentaires américains. Les experts économiques déclarent que Trump a totalement gagné sur la question des tarifs et selon les données du gouvernement, plus de 30 milliards de dollars par mois sont actuellement perçus. Et le président Trump affirme « ce n'est que le début ». Les paiements de la sécurité sociale ont enregistré la plus forte baisse mensuelle de toute l'histoire. C'est bien parce que cela signifie qu'ils ont éliminé le gaspillage, la fraude et les abus. Et comme je vous l'ai dit la nuit dernière, les grosses œufs de Doji. Il a été spécialement engagé en tant que fonctionnaire spécial pour détecter la fraude restante dans le système de sécurité sociale et le renforcer. Pour les retraités américains, c'est énorme. General Electric Air a annoncé qu'elle rapatriait sa production de la Chine vers le Kentucky, aux États-Unis.
À mon avis, tout est exactement comme l'a dit Cable News Network et pas du tout comme Rashkin l'a raconté à Michael et à ses spectateurs. À mon avis, Rashkin est encore plus détestable que Dmitri Bykov. Je ne parle même pas de Gordon Chanderovitch et des autres Shvets. À côté de ce grossier personnage répugnant, ils sont de vraies vierges. Oui, d'accord. Répugnant, arrogant, égocentrique, méchant, sous-éduqué, pseudo-intellectuel et un peu stupide en plus. Il y a de nombreuses années, il avait au moins un peu de charisme. Mais maintenant, il s'est épaissi, il s'est gavé de chansons. Et d'ailleurs, on ne comprend pas vraiment pourquoi. Avec des demi-instruits, en fait, ça arrive avec des demi-instruits. Et il fait l'oracle, du mot oracle, il oracle. Mesdames, messieurs, je vous préviens, il fallait bien sûr prévenir au début. Ne regardez pas cette vidéo la nuit. Voilà ce que je viens de montrer à propos de Rashkin. Ça peut vous donner la nausée. Je m'excuse si je n'ai pas eu le temps de prévenir. Jusqu'à la prochaine rencontre. Sous-titres créés par